aujourd'hui cette webconf. Le professeur Son s'excuse de son absence. Donc aujourd'hui, on aura trois thèmes. Ma collègue Marie Coste va vous présenter un projet de télémédecine en EHPAD qui s'appelle Ethel. Après, on pourrait discuter avec le docteur Gaël Durel des évolutions concernant la permanence des soins en EHPAD. Et puis, le docteur Jean-Marc Chaplin va nous rejoindre. Je vous préviens déjà, le docteur Jean-Marc Chaplin, ce qu'il voulait, c'est pas forcément vous donner les actualités de la grippe, c'était surtout vous demander vos retours d'expérience par rapport à l'épidémie de grippe cette année et puis voir un petit peu ce qui avait pu être fait comme initiative locale. Donc, sur la troisième partie, on vous donnera la parole. Voilà. Donc, je passe la parole à Marie Coste. Bonjour à tous. Donc, Marie Coste, je suis médecin gériatre au CHU à Rennes sur les secteurs de soins médicaux et de réadaptation et puis référente télésanté. Donc, avec Madame Castellan, qui est notre coordinatrice de filière, ici présente, on va vous partager là, nos avancées sur le projet de télémédecine qui s'appelle Ethel. Je vois à l'écran qu'il y a un certain nombre de partenaires qui sont là, donc vous pourrez intervenir aussi sans problème si vous le souhaitez. Donc, petit partage d'écran. Tac, 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 partage d'écran. Hop. Est-ce que ça marche, hein? Oui, ça marche, merci. Mais je ne suis pas en mode Ouais, par contre, tu n'es pas diapo. en mode présentation. Ouais, voilà. Là, c'est bon? Ouais. Ok, nickel. Donc, je vais voilà, on va vous parler du projet Ethel, donc un besoin de santé en EHPAD, une réponse adaptée en télésanté. Donc, en fait, ce projet est né suite au dernier appel à projet de l'ARS sur la télésanté, appel à projet qui s'appelait Nouvelles organisations en télésanté, qui est paru donc en décembre 2023. Donc, ça faisait déjà quelques années qu'il n'y avait pas eu d'appel à projet sur la partie télémédecine, télésanté. Donc, ils ont publié cet appel à projet en décembre 2023. Les réponses étaient attendues pour mi-avril 2024, ce qu'on a fait. Et puis ensuite, on a eu un avis favorable en juillet 2024. Et le lancement, vous voyez, est assez récent, en septembre 2024, pour la mise en route du projet, avec une durée maximale de financement de 24 mois. Donc, dans cet appel à projet, le périmètre était le suivant. Donc, il fallait cibler des patients avec des difficultés de mobilité ou des patients qui pouvaient renoncer à certains suivis en santé, des patients atteints de maladies chroniques et essentiellement des patients situés en zone à faible densité médicale. Donc ça, c'était le périmètre de l'appel à projet, avec donc des caractéristiques attendues, des réponses sur une ou plusieurs problématiques de santé du territoire, évidemment médiées par des dispositifs de télésanté. Une démarche aussi qui impliquait plusieurs structures, plusieurs services, plusieurs établissements porteurs d'offres de santé. Il ne s'agissait pas de faire quelque chose de façon isolée. Et puis ensuite, une possibilité de capitaliser sur le projet si jamais l'évaluation était positive. Donc, idéalement, un projet qui s'inscrivait dans des zones à faible densité médicale, voilà, différents secteurs aussi, hein, et pas forcément que le sanitaire ensemble. Donc là, on croisait sanitaire médico-social. Et puis aussi des partenariats entre les médecins, les paramédicaux, voilà. Les dépenses qui étaient éligibles dans cet appel à projet, c'était des coûts de gestion de projet avec de la chefferie de projet, des coûts liés à la formation, à la communication, éventuellement des dépenses d'investissement en logiciel et en matériel, et puis une possibilité de double financement. C'était assez innovant dans cet appel à projet, c'est-à-dire qu'il y a une partie de finance qui vient de l'ARS et une partie de la préfecture. Donc voilà, donc ça c'était le périmètre de l'appel à projet.
Donc, la réponse qu'on a fait, que je vais vous présenter, est la suivante. Donc, qui est un petit peu résumée dans cette diapositive. L'idée, c'était bien de remettre, comment dire, au cœur la télésanté comme une approche facilitante de la prise en soin des résidents d'EHPAD, et notamment axée, vous voyez, au milieu de la fleur, sur les infirmiers, les infirmières coordinatrices, les IPA éventuellement, les médecins coordinateurs, qui finalement sont souvent en première ligne pour comment dire, le suivi et la prise en soin des résidents dans les EHPAD. C'est eux qui sont l'œil, j'allais dire, du suivi des résidents. D'autre part, et vous voyez autour, on a ciblé initialement un certain nombre de besoins de santé. Donc, tout d'abord, tout ce qui est soins non programmés, en lien avec le SAMU, le SAS, et éventuellement l'équipe territoriale personnes âgées qui est disponible sur notre territoire. Les centres hospitaliers de proximité, donc notamment sur notre territoire, voilà, de la filière, le centre hospitalier de Brocéliande et HSTV à Bain-de-Bretagne. Et ensuite, tous les centres de recours, les établissements sanitaires de recours, on a ciblé la gériatrie et la MPR pour les résidents, donc le CHU, tous les effecteurs de gériatrie, CHU, PGR à Champy, HSTV Saint-Laurent-Bain-de-Bretagne, et pour la MPR aussi Saint-Hélier. Les besoins en psychiatrie, avec les secteurs concernés par les territoires, dans les CMP, et puis la psychiatrie personnes âgées, dans le centre hospitalier Guillaume Régnier. L'hôpital à domicile, qui est un partenaire indispensable dans les EHPAD. Les soins palliatifs, avec les équipes mobiles, qui sont donc soit au CHU, soit à Champy, selon le territoire. Il y a des cartographies qui sont différentes. Des besoins en plaie, avec le partenariat avec le pôle Saint-Hélier, l'HAD et le CHU sur le centre expert plaie qui existe déjà. Et puis, on avait ciblé aussi l'ophtalmologie, mais on verra peut-être ça sera peut-être dans un deuxième temps. Donc, c'est ça l'idée, donc d'essayer de coordonner cette offre territoriale et de faciliter son recours pour les infirmiers d'EHPAD. Donc, on a divisé un peu en lots. Donc, ça, c'était le lot numéro 1. Ensuite, on a découpé avec un lot numéro 2, avec un partenariat industriel, notamment avec la plateforme Omnidoc, qui est assez connue maintenant en Bretagne et assez utilisée. Et notre idée, c'est que cette plateforme serve de mise en relation avec un réseau dédié entre les partenaires et les EHPAD, enfin, les partenaires sanitaires et les EHPAD partenaires. Donc, voilà, cette plateforme Omnidoc qui permet de nous mettre, j'allais dire, de nous trouver au même endroit et d'avoir cette mise en relation simplifiée avec les EHPAD, plateforme qui inclut aussi la visioconférence, qui permet aussi de faciliter les actes de téléconsultation quand il y a besoin. Ensuite, on avait découpé avec un lot technique, notamment tout ce qui concerne le réseau Internet, le matériel, avoir du matériel adapté. Et là, on a un partenariat industriel avec la société AMA, qui est une société bretonne qui, par exemple, pour ceux qui connaissent, équipe les SAMU avec la visio du SAMU ou les lunettes connectées aussi dans ce type de matériel. Donc, ça, c'est pour le lot technique. On a ajouté un lot numéro 4 qui est le lot formation et accompagnement des équipes. Donc là, c'est le groupement e-santé qui est un partenaire indispensable dans ce projet. C'est le groupement e-santé qui va assurer les formations dans les établissements. Et enfin, un lot de coordination, chargé de mission, évaluation qu'on a aussi mis dans le projet. Donc, c'est sur cette base-là que notre projet a été retenu. Donc, quelques chiffres clés pour se rendre compte. Donc, un porteur de projet, c'est notre filière, qui est la filière gériatrique de l'agglomération rennaise,
qui comprend les pays de Rennes, Brocéliande et Wallon-de-Vilaine. Donc, c'est spécifique de notre territoire, hein, ça ne prend pas tout le territoire 5, la FIGAR. Les objectifs, on a vu améliorer le confort et la qualité des soins pour ces presque 1000 résidents d'EHPAD et améliorer aussi la qualité de vie au travail pour les infirmiers des EHPAD. Les 2 financeurs, on a vu ARS Préfecture, les partenaires, 2 partenaires industriels et le groupement e-santé, des facilitateurs localement qui sont les antennes d'Active et la CPTS de Brocéliande. Les actes de télémédecine qui ont été fléchés, c'est la téléexpertise, la téléconsultation assistée évidemment, et éventuellement de la téléassistance, notamment pour tout ce qui concerne la plaie, et la régulation médicale, hein, avec la régulation, la visio, quand il y a besoin sur une situation non programmée. Les 5 lettres des TEL dont on a parlé. Les établissements autour de la table hein, qui se sont portés volontaires pour être partenaires, le CHU, HSTV, le PGR Champy, le CHGR, la psychiatrie, la Fondation Saint-Hélier, l'HAD et le CHP Saint-Grégoire. Et enfin, nos partenaires EHPAD qui ont répondu présent pour participer à cet appel à projet. Donc, vous voyez, là, on a mis la cartographie du territoire déjà, enfin du territoire de la filière, et les EHPAD qui sont partie prenante du projet. Donc, vous voyez au sud, sur le territoire Wallon-de-Vilaine, on a 6 établissements. Et puis, un peu plus à l'ouest, les EHPAD du territoire de Brocéliande. Voilà. Donc, on a démarré avec la réunion de lancement au mois de septembre avec une idée de méthodologie particulière, c'est-à-dire notre idée principale, c'était d'aller à la rencontre de tous les partenaires. Donc, ça, c'était important pour nous d'aller au-delà des réunions en visio comme maintenant on peut faire. Hein. On est allé sur place, rencontrer les équipes, rencontrer les directions et puis visiter les sites pour se rendre compte un peu des problématiques des uns et des autres. Ce qui nous a permis de se rencontrer, puis de cultiver, de monter le réseau. L'autre idée indispensable, c'était de proposer des lots sur mesure. C'est-à-dire que l'idée, ce n'était pas de mettre la même configuration à chacun, c'était que chacun puisse s'approprier le projet et qu'on puisse déterminer le matériel en fonction des besoins sur place et du matériel déjà existant, parce que certains ont une expérience, d'autres moins. Voilà, donc avoir quelque chose de sur mesure. Ensuite, évidemment, évaluer le projet, l'ajuster, et puis si cela était positif, ben, peut-être l'étendre, peut-être le dupliquer sur d'autres territoires si certains ont envie. Donc, vous voyez, on s'y est pris comme ça. On a fait un tour des établissements requérants et aussi des requis. On a rencontré les gériatres, le SAMU, la psychiatrie, l'HAD, les soins palliatifs. Et on est allé sur chacun, ou quasiment chacun, des sites requérants à la rencontre des partenaires. Donc, le bilan, il en est ressorti un certain nombre d'éléments. Tout d'abord, selon les établissements, des forces repérées, des forces humaines avec des équipes. On a été vraiment extrêmement bien accueillis. On peut remercier encore tous les partenaires pour leur accueil. Des équipes avec des infirmières de coordination, des directions robustes. Voilà. Une bonne intégration des IPA pour ceux qui ont embauché des IPA. Et dans certains établissements aussi, on a repéré des médecins généralistes impliqués dans le projet, dans l'établissement. Certains avaient aussi une grande expérience déjà de la téléconsultation, parce que depuis les premiers projets, vous savez, les premiers appels à projets de télésanté, télémédecine, c'était en 2013. Donc, certains ont déjà plus de 10 ans de recul. Et puis, concernant le matériel et les réseaux, voilà, certains sont équipés sur des appels à projets précédents.
Les ESMS numériques aussi ont permis de monter en gamme sur le réseau, sur les ordinateurs. On a repéré aussi des choses très intéressantes avec certains établissements qui avaient un smartphone d'urgence lié au chariot d'urgence, ce qui permettait de recevoir un lien de visio, par exemple, sur des horaires de soins non programmés. Certains ont mis à neuf leur réseau Internet, certains ont un espace dédié pour la téléconsultation. Voilà, mais en tout cas, différentes forces qu'on a pu repérer au cours de ces rencontres. Certaines faiblesses aussi, sur le plan humain, bah, bien sûr, ça, voilà, on n'apprend rien, hein, mais certains n'ont pas de médecin coordinateur, certains ne peuvent pas organiser de temps infirmier dédié, hein, ce n'est pas évident de dégager du temps infirmier pour faire de la télésanté et faire de la gestion de projet. Certains établissements aussi avec des directeurs moins disponibles et certains avec des changements de direction. Alors évidemment, sur la gestion de projet aussi, c'est plus compliqué quand il y a des changements de direction. Et sur le matériel et réseau, voilà, quelques problèmes de qualité de réseau. On a rencontré aussi des gens qui n'avaient jamais fait d'expérience de la téléconsultation assistée, mais qui allaient s'y mettre, et d'autres avec du matériel un petit peu obsolète. Donc là, le projet, ça va être un levier pour améliorer ça, hein. Donc, les opportunités offertes par ce projet, ben voilà, l'intégration des IPA, on tisse un réseau, hein, on tisse des liens, on permet la rencontre. On voit aussi certaines complexités selon les disciplines, parce que les cartographies de notre filière ne sont pas strictement superposables aux cartographies de la psychiatrie, aux cartographies des équipes mobiles de soins palliatifs. Vous voyez, tout au sud, ben, certains dépendent de Redon. Donc voilà, ça met un peu de complexité sur la gestion des partenariats. Et puis, on voit bien des territoires plus fragiles que d'autres, avec des organisations territoriales, avec, par exemple, un secteur qui a une CPTS, une autre qui n'en a pas, un secteur où il n'y a pas de manque de médecins traitants, un secteur où il y a un manque important. Donc, l'idée, ce n'est pas de remplacer par notre projet, mais c'est bien de s'articuler avec l'existant, hein, et d'étoffer ensuite le projet petit à petit, hein. Sur la partie plateforme de mise en relation, donc pour ceux qui connaissent et qui ont déjà peut-être utilisé OmniDoc, voilà, l'idée, c'est de créer un réseau dédié, vraiment un environnement dédié pour les EHPAD pour faciliter la vie. Donc voilà, on a créé le réseau, il n'est pas encore ouvert, hein, mais on est en train de l'amender, de le façonner, on va dire, correctement pour que chacun puisse s'en servir. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet de matérialiser les partenaires de notre filière. On va être tous en coordination au même endroit sur une plateforme dédiée. Certains ont besoin d'un accompagnement parce qu'ils ne l'utilisent pas encore. Donc, voilà. Ça, c'est pour les requis. Et puis, l'autre chose qu'on va tester aussi, c'est ce qu'on appelle les groupes requérants. Donc, ça, c'est vraiment un truc qu'on va tester dans le cadre du projet. C'est-à-dire que tout comme nous, on va, côté requis, par exemple, en gériatrie, on va partager dans l'équipe de gériatrie du CHU le dossier d'un patient, eh bien, on va tester un peu le pendant côté des EHPAD où on va essayer de créer ces groupes requérants où peut-être à terme, le dossier pourra être partagé entre l'infirmière de l'EHPAD, le médecin co et puis le médecin traitant, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui vont être testées dans le cadre du projet. Le lot technique, donc c'est là où on part sur des propositions sur mesure. On a ciblé certains établissements pour une aide de prestations diagnostiques, matériel et réseau par la société AMA. Et puis, on a construit aussi, par le biais de nos visites, par le biais de ces partenariats, le groupement e-santé, qu'on remercie parce qu'ils vont faire un gros travail de panorama de matériel, avec quelques propositions de matériel, que ce soit sur les écrans, sur les webcams, sur les amplis, sur les smartphones, pour aider les établissements à choisir dans une liste vraiment restreinte qu'on a identifiée
bonne à utiliser pour faire de la télésanté en EHPAD. Donc ça, ce panorama, il va être fait, édité dans le cadre du projet ETEL, mais il pourra être utilisé par, bien sûr, tous les autres qui le souhaitent. Donc, vous voyez, voilà, on est allé un peu plus loin dans ce qu'on peut proposer. Il y a différentes options et puis comme ça, chacun pourra choisir l'option qu'il préfère et chacun pourra choisir aussi en fonction du matériel qui est déjà présent. Évidemment, voilà, le budget est contraint déjà. Puis l'idée, ce n'est pas de racheter tout la même chose pour tout le monde, mais bien de composer avec ce qui est déjà à présent. Voilà. La formation, ça, c'est ce qu'on va proposer à tout le monde, en l'adaptant évidemment au niveau d'expérience de chacun des établissements. Mais pareil, le groupement e-santé, on va capitaliser avec toutes les rencontres qu'on a eues. On va travailler aussi avec les partenaires pour faire établir et créer une formation qui sera adaptée et apportée dans chacun des établissements partenaires. Et enfin, le dernier élément, c'est le dispositif d'évaluation. Donc là, c'est le Living Lab vulnérabilité et vieillissement avec qui on va travailler pour étudier l'impact du dispositif. Donc ça vient d'être validé et donc voilà, ils vont travailler sur cette étude d'impact. Au niveau du calendrier, là, sur les 6 mois à venir, on a fait un peu l'état des lieux de l'existant. Là, on travaille donc les mises en relation avec les industriels pour ceux qui ont besoin, les propositions de matériel, validation, le montage du réseau sur Omnidoc. Ensuite, on passera à l'achat, la formation, l'ouverture du réseau. Et puis enfin, cet été, voilà, en mode production et le démarrage de la partie évaluation. Voilà, on vous a remis les contacts. Si jamais il y a besoin ou d'autres questions, on reste à disposition. Merci beaucoup, Marie. Alors, je crois qu'il y a des EHPAD donc, qui participent à cette expérimentation. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour? Oui, moi je veux bien, si vous le souhaitez. Mathieu Laurent, je suis directeur de l'EHPAD de Maxent. On a été contacté au tout début du montage du projet. On s'est inscrit dans le projet, on n'est pas les seuls. On est plusieurs sur le secteur de Brocéliande et vraiment, on n'y voit que des bénéfices. Donc, on en est encore au début. On a pris le temps de faire avec Madame Castellan et Madame Coste, il me semble, on a pris le temps, si mes souvenirs sont bons, de le faire fin décembre, un état des lieux. On s'est aperçu que même si on pratique depuis plusieurs années la télémédecine, on le fait tout le temps un peu avec des bouts de ficelle. Et là, l'intérêt, c'est de rentrer sur quelque chose d'un peu plus professionnel. Voilà ce que je peux vous dire et je suis vraiment très content d'être rentré dans le projet. Je pense que je ne suis pas le seul. On est plusieurs directeurs à participer sur le secteur et vraiment que du bénéfice. Voilà ce que je peux vous dire. Donc après à dupliquer, je pense que ce sera suivant les différents territoires parce que je sais qu'il y a des territoires qui sont plus ou moins sous-dotés. Donc voilà. Alors, une question de l'EHPAD des Jardins de l'Immaculée à Saint-Main. Quand pourra-t-on se raccrocher à cette étude? Claire, tu veux répondre? Non, alors, pour Saint-Main, c'est vrai que pour ne pas se télescoper entre deux projets qui existaient, à Saint-Main, il y a le projet, vous savez, de la consultation avancée dans le cadre de l'hôpital de proximité. Donc, en fait, pour faciliter la lisibilité, on a dit Saint-Main teste ce dispositif de consultation avancée et puis Montfort rentre dans le dispositif ETEL. Bon, voilà, c'était pour le démarrage. Je pense qu'on va démarrer. Puis après, de toute façon, si on voit que ça marche bien, que les gens sont plutôt satisfaits, je crois que rien ne nous empêchera d'agréger assez rapidement les uns et les autres.
Parce que Claire, tu me disais que donc il y avait, l'appel à projet, il s'est ouvert sur le territoire de la Figare, c'est ça? Donc il y en a un certain nombre de territoires 5 qui n'ont pas été contactés, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas sur le bon territoire. Après, l'idée, c'est vraiment de capitaliser sur cette expérience pour revenir à l'ARS en disant si ça marche, bah voilà, ça marche et on en a besoin. Après, en termes de calendrier, du coup, ça donne quoi? Parce que là, ça n'a pas encore commencé, donc on n'en est pas encore à capitaliser sur l'expérience, j'imagine. On n'a pas commencé et à la fois ça va aller assez vite puisqu'on espère pouvoir rentrer comme disait le docteur Coste, en production à partir de l'été. Donc à l'automne, on commencera sans doute à avoir nos premiers retours. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses, entre guillemets, il y a des financements alloués et ceux-là, on va pouvoir les partager qu'entre les 15 EHPAD avec lesquels on a travaillé, mais il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on va pouvoir quand même capitaliser et capitaliser relativement rapidement sur la construction du réseau d'offres de soins. Ça, elle peut très rapidement s'ouvrir à d'autres. Tout ce qui est aussi formation, je pense que assez facilement ça pourra être mis à disposition. Euh, donc, j'ai envie de dire, la liste du matériel, ça c'est précieux, ça a l'air de rien, mais c'est de dire, voilà, avec l'expérience des uns et des autres, on s'aperçoit que ce dont on a vraiment besoin pour faire de la téléconsultation et qui est abordable pour un EHPAD et à la fois qui est une vraie plus-value pour celui qui fait la téléconsulte. Cette liste-là, on va pouvoir la diffuser aussi. Donc, j'ai envie de dire, tout ce qui ne coûte pas, on va pouvoir le diffuser et le partager sans souci et normalement assez rapidement. Voilà, après, c'est les petits financements, mais on n'a pas un financement extraordinaire non plus, mais les diagnostics réseau et sur le matériel, ça, pour l'instant, on n'a pas de vision sur une ouverture rapide. Maintenant, on montrera que notamment pour les territoires sous-denses d'un point de vue médical, c'est quelque chose qui est super important. Et je pense que, enfin, sur le matériel et le réseau, c'est notamment la préfecture de région qui va soutenir le projet. Je pense que au moment de l'évaluation, on saura redire si ça a bien fonctionné, combien c'est important pour les EHPAD et combien c'est important de l'ouvrir éventuellement à d'autres. Voilà. Je dirais ça, Marie? Tout à fait. Et alors moi, du coup, j'ai une question par rapport à l'offre de soins, parce que c'est vrai que par exemple, nous, en gériatrie, enfin, indépendamment du réseau ETEL, on fait des consultations à destination de patients d'EHPAD sans sectorisation particulière. Et donc, du coup, en fait, enfin, en pratique, voilà, il n'y a pas le diagnostic réseau et tout ça, mais vous pouvez demander à la consultation de gériatrie une téléconsultation, en particulier pour les problématiques de troubles du comportement, où ça nous a semblé potentiellement pertinent. Est-ce que du coup, enfin, est-ce que c'est vrai dans les autres services de gériatrie et est-ce que c'est vrai par rapport à l'ensemble des petites branches de votre jolie étoile? Est-ce que les autres partenaires proposent aussi des téléconsultations, entre parenthèses, libres et en dehors du réseau ETEL? Bah, pas tellement en fait. C'est vrai Oui, que d'accord. non, mais l'idée, c'est vrai que au CHU, on a l'expérience de la téléconsultation depuis longtemps parce que voilà, on a démarré en 2014 sur les premiers appels à projets. On fait déjà sur le réseau principal du CHU, comme tu dis, des téléconsultations assistées pour les EHPAD. Donc, tous les gens ici présents, en tout cas, s'il y a besoin, vous pouvez nous solliciter le CHU par le réseau principal. Là, l'idée, c'est aussi que, j'allais dire, les autres puissent s'y mettre, faciliter cette mise en relation sur aussi d'autres disciplines. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. D'accord, donc ça, enfin, ça fait partie des fruits attendus, Oui, mais qui ne sont pas encore... qui sont, enfin, donc l'idée, c'est aussi que les spécialistes, tout en faisant ces téléconsultations, en perçoivent l'intérêt et ouais, se mobilisent pour pouvoir ouvrir plus de créneaux, quoi. exactement. Ouais. C'est le pari. Oui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser à Marie et à Claire? Alors, je propose qu'on s'arrête là pour Ethel, puisque je voudrais passer la parole à Gaëlle Durel, donc, qui voulait nous partager certaines informations sur la continuité des soins en EHPAD. Est-ce que Jean-Marc Chaplin est arrivé?
Il est là, oui. Il est là. Je l'ai Jean-Marc, vu ça te passer. va si on te fait parler dans une dizaine de minutes? On te laissera la parole sur le dernier, sur le dernier quart d'heure. Tu peux peut-être lui envoyer un message si jamais il est là sans Oui, être là. oui, Oui, pardon, tu es là. Tu es vraiment là. pas de souci, ouais. Je reste connecté. Ok, donc ouais, dans 10 minutes à peu près. Merci beaucoup. Gaël, à toi. Donc, déjà, merci beaucoup pour le projet qui vient d'être présenté. Merci Marie et avec les collaborateurs, parce que je pense qu'on en a vraiment besoin de ce travail collaboratif et de travail en réseau, en filière. Je voudrais juste dire que ça nous impose et donc un travail en amont d'être encore plus rigoureux sur les dossiers, sur le fait d'avoir des informations médicales pertinentes au sein de nos dossiers. Et ça va me faire rebondir sur la partie que je voulais vous développer avec vous, c'est le fait qu'à partir du mars prochain, donc dans quelques jours, sur les EHPAD qui sont en dehors de l'intervention des SOS médecins, l'ADOPS supprime les interventions de nuit après minuit au sein des EHPAD, ce qui fait qu'entre minuit et 8 heures, tout appel qui sera fait au 15, donc en cas de besoin d'intervention médicale, ce sera une ambulance qui enverra la personne directement aux urgences, puisqu'il n'y aura plus de médecin effectueur mobile sur le territoire. Donc, d'où l'intérêt donc d'anticiper. Je pense à trois situations. Les situations de fin de vie qui ne sont pas anticipées. Lorsqu'on a quelqu'un qui arrive pour une douleur, une situation avec une pause respiratoire ou autre, et que dans le dossier, l'aide-soignante qui est là, de remplaçante, ne trouve pas d'informations dans le dossier, on risque de se retrouver avec des personnes qui, entre minuit et 8 heures, vont aller mourir aux urgences, alors qu'on leur demandait simplement d'avoir besoin d'avoir soit un anxiolytique, un médicament pour la douleur ou pour limiter l'encombrement. Deuxième élément qu'on va rencontrer fréquemment, c'est les situations de décompensation cardio-respiratoire à l'occasion de fausses routes. Et que donc c'est souvent, mon expérience, en ayant eu 15 ans d'expérience de garde de nuit, c'est dans la deuxième partie de nuit, quand la personne commence à être moins bien, que l'aide-soignante va également appeler. Et donc là où on aurait pu anticiper auparavant, en surveillant bien vos patients fausses routes, ceux qui sont à risque de déconvention cardiaque, pour appeler le médecin traitant dans la journée, ou commencer donc à appeler le 15 en début de soirée, de telle manière à éviter, encore une fois, qu'après minuit. Donc, si on a besoin d'avoir un avis médical, le seul avis médical qui pourra être donné en dehors d'une téléconsultation possible, si l'établissement est avec un smartphone connecté une aide-soignante qui est capable d'apporter des informations auprès du médecin régulateur du SAMU. Sinon, ce sera encore une fois un transfert aux urgences avec toutes les conséquences néfastes que ça peut avoir. Voilà, donc moi je vais essayer de défendre le fait qu'il fallait un médecin présent 24/24 au sein des EHPAD. L'ARS, en limitant les moyens d'effecteurs et avec le peu de visites de nuit, estimait que c'était plus simple d'envoyer une ambulance que des médecins. Voilà, donc je suis désolé de ne pas pouvoir défendre davantage le secteur. Donc je ne peux pas rester jusqu'à la fin de la réunion. Excuse-moi Jean-Marc, mais donc j'ai justement une réunion avec la DOPS pour essayer de voir si on peut encore temporiser après 3 mois, parce que pour l'instant c'est qu'expérimental. Si après les 3 mois, on pourrait revenir à une présence 24/24 des EHPAD. Mais donc anticipation, travail sur le DLU qui doit être donc le plus rigoureux possible pour apporter au niveau des informations médicales, quand on appelle le 15, des informations pertinentes, et puis de l'anticipation sur les soins palliatifs, 25% de vos résidents meurent chaque année, et il y en a un quart qui va mourir aux urgences, et encore une fois, parmi ce quart qui meurt aux urgences, donc on aurait sûrement pu éviter une hospitalisation. Voilà l'information que je voulais apporter, tout simplement. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est un petit peu surprenant par rapport au plan blanc sur les urgences là. Enfin, il me semble que, enfin, il y a les EHPAD, il y a la permanence des soins, mais il y a quand même les urgentistes au bout qui, en général, n'adorent pas le patient qui vient d'EHPAD à 4 heures du mat, quoi. Bon, voilà. Le problème auquel on va avoir, c'est que les personnes qui vont être en GIR 1 ou 2, donc on leur dira, vous attendez demain matin pour avoir l'avis. Et le médecin traitant, il ne sera pas forcément là non plus demain matin à 8 heures. C'est pas parce qu'il son cabinet ouvre à 8 heures ou 9 heures qu'il peut être disponible avant le fin de la journée parfois, quoi. Ah Donc oui, on va donc tu avoir- penses qu'il y a des patients qui vont juste ne pas avoir accès aux soins avant, enfin, il y a un donc on retard aura de une prise en errance charge, quoi. plus importante dans ce cadre-là, quoi. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, c'est le lot aujourd'hui. D'accord. On a une question de l'EHPAD d'IFINDIC. Cette info a-t-elle été diffusée sur le territoire?
Non, puisque donc on a donc la réunion donc, est à 12h30 pour que je dois vous quitter, mais je pense que ça doit être ça va être informé. Alors, je ne sais pas par quel biais. Normalement, c'est l'ARS puisque c'est l'ARS qui supprime le financement. Donc pour pouvoir donc préciser qu'après minuit, il y en aura. Donc il y aura toujours bien sûr la CO15, hein, mais il n'y aura plus d'effecteurs mobiles. Donc une simple suture donc nécessitera des urgences. D'accord. Et tu disais qu'il y avait aussi, par l'HAD, il y a moyen Alors, d'avoir. donc en effet, donc les EHPAD qui aujourd'hui donc, ont contractualisation avec l'HAD pourront toujours faire bien entendu venir l'HAD. Et que donc j'incite bien sûr à continuer à contacter les HAD pour pouvoir leur demander de rentrer dans ce dispositif de mutualisation d'infirmières de nuit avec des protocoles qui avaient été établis avec les urgentistes, le service de gériatrie et puis l'association des médecins connateurs pour pouvoir proposer après avis médical une intervention d'une infirmière qui peut reposer une sonde urinaire, une perfusion, mettre en place une antibiothérapie probabiliste sur une pneumopathie d'inhalation et apporter éventuellement un traitement antalgique à partir du moment où il y a eu des prescriptions anticipées. Donc ça continuera bien sûr à être possible là où les EHPAD ont contractualisé avec l'HAD 35. Voilà, donc ça répond un petit peu à la demande d'IFINDI qu'il n'y a pas d'infirmière dans les EHPAD. Voilà, il peut y avoir une infirmière qui se déplace s'il y a une contractualisation avec l'HAD. Et du coup, ça permettra aux médecins régulateurs d'avoir l'évaluation de l'infirmière et de mettre en place éventuellement soit des prescriptions anticipées, soit des protocoles qui ont déjà été construits. Voilà, donc on en parlait, y compris du coup, des diagnostics entre guillemets de pneumopathie qui seraient faits avec une infirmière sur place et un médecin régulateur à distance, avec évidemment un risque quand même d'erreur dans le diagnostic, mais un traitement qui pourra être débuté en attendant une réévaluation. Tout à fait. Je fais le lien juste avec le projet ETEL, parce qu'on a rencontré les urgentistes et les médecins régulateurs. C'est vrai qu'ils misent beaucoup dès qu'ils peuvent sur la visio, justement pour aider au diagnostic quand ils sont appelés pour un problème non programmé, un problème aigu. Et c'est vrai que là, dans le projet ETEL, on va aller justement sur le smartphone dans la mallette d'urgence pour en fait que très facilement dans les établissements, on puisse avoir de la visio dès que possible, quoi. Et les infirmières de l'HAD, elles ont du matériel de visio? Les infirmières de l'HAD, elles ont aussi du matériel de visio, mais souvent quand même le premier appel au centre 15, c'est quand même c'est parfois l'aide-soignante de nuit ou l'agent de nuit en Ouais, fait le qui le veilleur, fait. quoi, ouais. Et là, Non, il y a une aide-soignante, hein. Chaque EHPAD a une obligation d'avoir une aide-soignante la ouais. nuit. Après, parfois, c'est une chose en fonction quand il y a donc absence d'aide-soignante de nuit, mais donc l'obligation, c'est une aide-soignante de nuit minimum dans chaque EHPAD. Donc, en tout cas, l'idée, c'est aussi que l'aide-soignante de nuit soit en mesure de réceptionner, d'ouvrir un lien de visio pour améliorer le diagnostic du médecin régulateur et ce qui sera déclenché derrière, hein. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ou des réactions? Donc, ça concerne les EHPAD hors Rennes, hein. C'est bien ça, Gaëlle, que tu me disais. Rennes, Rennes est le territoire d'intervention de la SOS Médecins qui, lui, D'accord. n'est pas concerné par ce dispositif. D'accord. Très bien. Pas Je vais vous de. quitter. Merci Ouais. beaucoup. Merci À beaucoup, Gaëlle, bientôt. hein, de cette Voilà. information, même si elle est mauvaise. Mais enfin, si tu À bientôt. as des bonnes nouvelles, la prochaine fois, on prendra. Merci. Je vous tiens au courant. Alors, au revoir, bon courage. Merci, Gaëlle. Jean-Marc, je te passe la parole. Donc, tu voulais faire un petit peu un point avec les EHPAD sur leur retour d'expérience par rapport à la grippe, c'est ça? Ouais, en fait, bonjour à toutes et tous. Merci. En fait, voilà, je vais juste faire un petit peu d'actualité sur la grippe là, dont l'épidémie marque le pas, hein, puisqu'on a eu une chute assez importante là, sur le nombre de prélèvements positifs sur le CHU qui donne quand même un petit indicateur sur l'évolution de l'épidémie. Et puis ça baisse un petit peu partout aussi dans les autres régions françaises. En fait, cette année, la grippe a été particulièrement longue en fait dans la durée puisqu'elle a commencé assez tôt en fait avant les fêtes, hein, mi-décembre. On avait déjà
les premiers cas et elle se termine là, donc elle n'est pas encore tout à fait terminée. Donc c'est une épidémie par rapport aux années précédentes qui quand même s'est étalée sur assez longtemps. La deuxième caractéristique que j'aurais trouvé intéressante d'évaluer, c'est sa gravité, puisqu'on a eu quand même beaucoup de recours aux urgences et à l'hospitalisation chez les patients, alors tout confondu, hein, bien sûr, mais bien évidemment avec des incidences en gériatrie qui sont assez plus importantes, bien sûr, avec une efficacité vaccinale qui est toujours voilà, un peu mitigée, hein, qui certes protège très certainement de formes graves chez un certain nombre de patients, mais pas chez tous. Ça, c'est la deuxième caractéristique. Et de fait, de par cette épidémie assez particulière, j'aurais trouvé intéressant que vous puissiez, si vous en acceptez le principe, répondre à un très court questionnaire un petit peu de la façon dont dont vous gérez en fait ces épidémies saisonnières, parce que le fait qu'elles reviennent chaque année doit peut-être rendre utile le fait de partager un peu nos expériences, vos expériences dans vos établissements et de voir effectivement sur quelques questions clés comment vous mettez en place des mesures de prévention, comment vous avez effectivement recours aux soins en fonction de ce qui vient d'être discuté. Et de fait de pouvoir après, sur la prochaine session de la conférence, de pouvoir justement partager ces résultats, parce que je suis certain qu'il y a des initiatives locales qui pourraient être tout à fait intéressantes pour d'autres établissements, et que le fait d'avoir ce forum-là pourrait permettre de partager ces idées, ces initiatives. Et je suis aussi assez convaincu qu'il y a peut-être aussi voilà, des innovations qui sont certainement liées au contexte architectural, au contexte local, au contexte de facilité de recours aux soins, etc. Enfin, je pense qu'il y a vraiment des adaptations que vous faites dans vos établissements. Donc, je crois que ça serait assez intéressant que vous puissiez, on va essayer de faire quelque chose de très court, de très sommaire, mais que vous puissiez éventuellement participer à ce questionnaire. Et après, aussi de pouvoir évaluer quels sont les signes déclencheurs, en fait. Qu'est-ce qui va faire mettre en place un certain nombre de mesures, un certain nombre de prévention notamment, éventuellement de dépistage, est-ce qu'il y a de recours à des traitements prophylactiques ou pas. Et à partir de quand, finalement? Est-ce que c'est le premier cas? Est-ce que c'est en fonction de l'épidémiologie plus nationale, ou des alertes qui sont diffusées? Donc voilà, aussi de voir un peu les différentes modalités de réaction et de mise en œuvre de ces mesures-là. Donc voilà, moi, ce que je voulais vous proposer, c'est qu'on fasse passer effectivement via le CAP, s'ils sont d'accord, voilà, quelques questions concernant cette problématique d'épidémie grippale, et surtout dans l'idée de pouvoir un peu voilà, échanger, de voir ce qu'on peut améliorer ou pas, hein, pour la prochaine épidémie, qui ne manquera pas, bien évidemment, de survenir l'année prochaine. Donc ça, c'est voilà ce que je voulais proposer. Puis juste dernière petite actu, hein, une épidémie chasse l'autre, hein. Donc on est passé de masque. Maintenant, il va falloir, même s'il fallait faire masque et lavage de mains, il faut vraiment beaucoup insister sur l'hygiène des mains avec les solutions hydroalcooliques, puisque la gastro-entérite is coming back avec voilà, une situation épidémique, et là encore une gastro-entérite virale, hein, donc une transmission extrêmement importante, hein, par le manuportage. Donc voilà, il faut maintenir bien évidemment les mesures barrières de précaution, et là qui sont essentiellement représentées par l'hygiène des mains rigoureuse, et si possible avec les solutions alcooliques. Gastroentérite virale, hein, qui peut être aussi source de décompensation d'un certain nombre de comorbidités, hein, notamment par la déshydratation qu'elle entraîne. Donc voilà, donc vigilance encore sur le plan infectieux. Et puis proposition de travailler un petit peu sur
la prochaine épidémie, notamment de grippe, sur vos retours d'expérience. Ok, merci Jean-Marc. Donc, si j'ai bien compris, enfin, on enverra notre carnet d'adresses, un questionnaire, c'est ça, sur comment la grippe a été. Enfin, voilà, Ouais, c'est qu'est-ce ça. qu'ils font en cas d'épidémie de grippe et à quel moment est-ce qu'ils le font? Est-ce Ouais, qu'il y c'est en a ça. déjà qui veulent Ouais. partager là-dessus sur des choses qu'ils ont pu mettre en place? Déjà, est-ce que cette grippe qui a duré plus longtemps et qui était quand même plus grave, non, que d'autres années, enfin, en termes de sévérité des symptômes, enfin, est-ce que ça a été ressenti comme ça dans les EHPAD ou est-ce que finalement c'était comme d'habitude? Est-ce que vous avez vu une différence cette année? Personne n'ose se lancer. Vous pouvez parler, parce qu'on n'est pas très nombreux, ou répondre dans le chat. C'est pour ça que je pense que l'idée, c'était justement que je voyais aussi sur les précédentes interventions qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'échanges sur ces problématiques-là. L'idée, justement, c'est de pouvoir passer par un questionnaire qui permet voilà, peut-être de faire un retour sur les équipes et d'avoir après des échanges sur ce qui est fait, sur ce qui est discuté dans les établissements, quoi. Et alors, on a une question dans le chat de Monsieur Gauthier du CCAS de Rennes. L'ARS avait lancé cet automne une enquête sur la couverture vaccinale des professionnels. Savez-vous si les résultats sont parvenus? Par ailleurs, un appel à projet ARS visant à encourager la vaccination des professionnels a été lancé. Avez-vous un retour? Est-ce que tu as des infos là-dessus? Non, c'est vrai que c'est une question récurrente, hein, la vaccination des professionnels. Je dirais que il y aura encore En fait, ce que je souhaitais faire, c'est qu'on n'a pas du tout les chiffres encore consolidés hein, sur l'impact de l'épidémie en termes de morbimortalité. Donc ça, effectivement, on pourra les communiquer après. Et souvent, avec ces chiffres-là, on a les couvertures aussi vaccinales sur les professionnels de santé qui permettraient effectivement de se faire une meilleure idée. Mais on sait qu'elle reste quand même relativement faible, insuffisante de toute façon. Oui, puis j'avais notion que c'était depuis le Covid, ça avait plutôt baissé la vaccination anti-grippale Oui, chez alors les il y a eu professionnels. vraiment un pic important pendant le Covid hein, de vaccination chez les professionnels, puis ça a rechuté sur des niveaux Ah oui, relativement. donc c'est plutôt un retour à la normale, enfin Oui, voilà, à oui. la normale, enfin bref, à la médiocrité habituelle, quoi. C'est ça. D'accord. Madame Hervé, vous avez levé la main. Oui, bonjour. Moi, je voulais réagir par rapport à la question là, qui a été posée. Enfin, en fait, les deux. Donc, un sur le groupe de travail avec l'ARS sur la vaccination des professionnels auquel je participe et étant la seule représentante du médico-social à participer à ce groupe de travail. Il est vrai que la dernière réunion a eu lieu à l'automne avec la mise en place la validation sur un appel à candidature pour les EHPAD sur la région, notamment donc avec comme objectif d'augmenter de 20% le taux de vaccination pour la grippe des professionnels. Voilà, avec des incitations à cette vaccination. Donc le CAPS fait partie aussi de ce groupe de travail. Enfin, voilà, il y a le CEPIAS, voilà. Depuis, nous n'avons pas eu de nouvelles réunions, donc je ne sais pas où ça en est, mais je n'ai pas eu d'invitation à participer à d'autres réunions. Je pense qu'ils ont eu d'autres priorités, je pense. Et sur le deuxième point, qui était en fait la première question, par rapport à l'épidémie de grippe sur les EHPAD. Clairement, donc là, sur une première analyse,
ce qu'on a remarqué, hein, effectivement, c'est ce que vous disiez, c'est que les premiers cas de grippe, et notamment chez les professionnels, sont arrivés très tôt. Nous, sur l'EHPAD de Château-Giron, on a eu des cas de grippe chez les professionnels au mois de novembre, hein. Voilà, fin novembre. Et depuis, on a un taux de vaccination sur l'EHPAD de Château-Giron qui est à plus de 60%, doit être à 65%, hein, chez les professionnels. Et clairement, c'est ce qui fait que l'épidémie de grippe est moindre chez les résidents. Voilà, il faut vraiment vacciner les professionnels, hein, et c'est ce qui permet de diminuer l'épidémie chez les résidents, ça c'est certain. Donc, faut qu'ils aient la grippe tôt pour avoir le temps de vacciner, pour que les autres Non, ne j'ai dit vaccinent pas. vacciner. Non, mais finalement, c'est Ça. c'est les grippes de novembre qui ont motivé tout le monde, non? Non, en fait, sur Château-Giron, hein, chaque année, on a un taux de vaccination pour la grippe qui est autour de 60%. Donc, c'est vraiment, on fait partie, je crois, des 2 EHPAD en Bretagne, parce que je crois qu'il y a un autre EHPAD qui a quasi 70%. Donc, on est à quasi 68%. Donc, on est un peu moins on est le 2e EHPAD de Bretagne à avoir ce taux de vaccination. Et clairement, ça fait 10 ans, hein, c'est un travail sur 10 ans, hein, pour avoir un taux de vaccination comme ça. Voilà, et c'est ce qui permet effectivement de protéger les résidents, hein. Et C'est quand vous quoi parliez tes leviers? d'incitation, quand vous parliez d'incitation, ouais, c'est la même question, c'est ça, Marie. Quand vous parliez d'incitation pour Par l'ARS, là? ouais, c'est quoi? C'est les incitations? En Qu'est-ce fait, qu'on il y a gagne? eu tout un travail donc il y a eu un travail avec un psychosociologue du travail, je crois, de l'EHESP, qui a présenté différents articles, etc., sur les facteurs qui permettaient de favoriser la motivation à la vaccination chez les professionnels. Voilà, donc les incitations qui ont été retenues, ça a été, alors je pense que ça fera sourire certains, hein, mais voilà. Je crois qu'il y a donc une incitation matérielle et financière sur l'ensemble des professionnels, hein. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir un bon cadeau qui a été émis par l'ARS, hein, sur les différents établissements qui étaient retenus. Et voilà, donc ça, une incitation financière de l'EHPAD, notamment pour permettre de rembourser les moyens mis en œuvre pour faciliter la vaccination chez les professionnels. Donc, par exemple, le financement du temps infirmier supplémentaire. Donc, en fonction des EHPAD, c'est soit des infirmiers libéraux, soit les heures supplémentaires des infirmiers qui font la vaccination chez les professionnels au sein de l'EHPAD. Voilà, il m'en manque un, je ne sais plus lequel était celui qui me manque, mais c'était principalement ces incitations-là qui avaient été retenues. D'accord. Merci beaucoup. Donc, il y a des réactions dans le chat sur le fait que l'appel à projet était un peu tardif avec un délai de réaction un peu Oui, court, tout à fait. comme d'habitude, si j'ose dire. Et certains qui ont eu effectivement des bons cadeaux. Alors, du coup, on va se quitter parce que c'est l'heure. Mais Jean-Marc, il y a une question sur est-ce qu'une prochaine vaccination anti-Covid au printemps se profile? Et moi, je voulais te poser la même question sur le VRS. Où est-ce qu'on en est de la vaccination contre le VRS? Oui, tout à fait. Donc, oui, alors je ne suis pas moi, depuis quelque temps dans les échanges avec le ministère et notamment sur tout ce qui est décision nationale sur la santé publique, sur les maladies infectieuses. Mais effectivement, il n'y a pas de raison qu'on ne revaccine pas contre la Covid au printemps prochain, puisque ça rentre vraiment dans une série de revaccinations pour assurer le maximum d'efficacité
et d'immunogénicité des vaccins. Donc oui, probablement, mais je ne peux pas vous le Donc, confirmer. c'est-à-dire que le Covid, on serait sur 2 vaccins par an, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça la philosophie, quoi. C'est ça D'accord. l'idée, ouais. Et sur le VRS, là, on avait effectivement un petit peu évoqué cette problématique, notamment avec des nouvelles stratégies. Donc là, avec des rapports HAS, donc là, il faudra effectivement que je puisse vous faire un retour sur effectivement les recommandations qui vont en découler, mais très certainement que ça va effectivement aussi bouger sur le VRS, notamment pour la prochaine campagne hivernale de la fin de l'année. Donc, Donc là, on attend les recos, quoi. Ouais. Il y a eu déjà des choses qui sont sorties, mais tout n'est pas complètement bouclé. Et puis, pour juste revenir sur le vaccin, la vaccination antigrippale, je pense qu'il y a un effet aussi très mimétique, hein. C'est-à-dire que quand vous arrivez en termes de professionnels de santé dans une EHPAD où il y a 60-70% des professionnels qui se vaccinent, bah, vous vous vaccinez. Quand il y en a 10 ou 12%, bah, vous vaccinez moins. Enfin, je pense qu'il y a aussi cet effet mimétique, donc il y a très certainement aussi un effet seuil. Et sur le fait d'avoir moins d'impact sur l'épidémie, il n'y a pas que la vaccination des professionnels, et je pense que ça, c'est important de le rappeler, mais que si les professionnels s'engagent dans la vaccination, c'est qu'ils considèrent que c'est important, et que très certainement, ils associent aussi une attention particulière sur le respect d'un certain nombre de gestes d'hygiène, ou sur le rappel, effectivement, d'un certain nombre d'autres choses. Enfin, il ne faut pas voir la vaccination comme c'est important, il faut y travailler, mais c'est très certainement un ensemble aussi de mesures. Le fait que les professionnels s'engagent dans cette vaccination, ça veut dire qu'ils s'engagent aussi dans le respect d'un certain nombre d'autres mesures, barrières, et c'est vraiment cette culture-là qu'il faut essayer de développer pour les établissements. Et je trouve que votre témoignage, Madame Hervé, est super intéressant. C'était un peu l'idée aussi de faire ce retour-là à la prochaine session, justement, de voir un peu ce qui peut marcher. Bon, je ne suis pas super fan des bons cadeaux, tout ça, mais voilà, ça peut être une idée. Il faut peut-être voilà, la partager. Ça peut être intéressant de le faire pour la prochaine session. Ok, donc du coup, le questionnaire, on se dit qu'on aura les réponses pour la prochaine. Enfin, tu nous présenteras l'analyse à la prochaine Je vais session. vous diffuser là, via le CAPS quelque chose de très simple, si vous pouvez le renseigner, puis comme ça, on en discute à la prochaine conférence. Merci beaucoup à tous. Et puis, donc, on va clore cette conférence. Jean-Marc, on se garde peut-être pour te fixer une prochaine date. Ah oui, en même temps, je ne suis pas Dominique. Enfin, j'ai pas son agenda. Ouais. Non, on va